Bonjour, bonjour ou bonsoir. Bonsoir peut-être si vous êtes comme nous samedi soir de sprint à Losail, le Grand Prix du Qatar. Thomas, on se retrouve pour en parler. Avant toute chose, vous le voyez, sur ce Grand Prix, ni Thomas ni moi ne sommes sur place. C'est l'une des rares fois où ça va arriver cette saison. Grand Prix d'Espagne, on sera là-bas. Mais on peut travailler grâce à, et on les en remercie, Alexis Delis et Michel Turcot, nos deux confrères. On travaille pour les mêmes magazines. Ils sont là-bas, ils nous ont envoyé les audios, ils nous ont expliqué un petit peu ce qu'on n'avait pas pu voir en n'étant pas dans la salle de presse. Donc merci, merci, merci mille fois à eux. Il faut rendre à César ce qui est à César, Thomas. On les retrouve dans Motojournal, dans Motorvue et dans GP Racing, évidemment. Exactement, merci à eux. Alors, ce sprint du Grand Prix du Qatar remporté par Marc Marquez devant Alex Marquez et Franco Morbidelli. Bis repetita finalement, et on a décidé de titrer Marquez favori démasqué. Alors pourquoi? Parce que Marc, depuis le début du week-end, il nous dit non, je suis pas le favori, c'est pas moi qui vais gagner. D'ailleurs, historiquement, Pecco et Alex ont de meilleurs résultats, ce qui est pas forcément vrai. Alex Marquez n'a jamais gagné dans aucune catégorie à Losail. Si je parviens à le suivre, ce sera bien, etc., etc. À l'arrivée, il a dit, bah, finalement, je fais mieux que mes objectifs, que mes attentes. Évidemment, on connaît Marc Marquez et on en parlait avec Xavier Siméon juste avant de prendre l'antenne. C'est une manière, surtout psychologiquement, voilà, de se retirer cette pression du favori qui lui colle à la peau depuis le début de saison. C'est vrai, c'était pas le circuit où on l'attendait aussi dominant que en Thaïlande, en Argentine ou à Austin. Et pourtant, Thomas, à toi, il a gagné. Ah bah oui, bah t'as bien résumé. Après, c'est vrai qu'il a encore même répété ce soir, hein. Il le disait encore, il disait c'est pas le circuit sur lequel je suis le meilleur, blablabla. Mais voilà, il a quand même précisé que bah, voilà, qu'il se sentait à l'aise en tout cas sur les pneus usés, qu'il avait remarqué ça pendant les séances d'essai, notamment quand il faisait jour. Et voilà, et ça s'est concrétisé durant la course. Il a un petit peu été menacé. Alors, je ne sais pas s'il joue encore ou en tout cas qu'il mesure les conditions de piste en début de course, mais en tout cas, voilà, il a été un petit peu menacé par son frère Alex, comme depuis le début de la saison. Et en fait, bah, il a remis un petit coup de collier à partir de la mi-course, et puis bah, il termine avec plus d'une seconde d'avance. Donc voilà, encore une domination de la part de Marc, qui signe aussi la pole position, sa deuxième sur le circuit de Losail. Voilà, hein. Là, il fait un début de week-end parfait. Voilà, on sait qu'une erreur peut vite arriver, comme en Amérique il y a 2 semaines. Alors ce podium, finalement, on va pas y passer beaucoup de temps parce que les hommes attendus sont là. Franco Morbidelli, on l'a vu compétitif depuis le début du week-end, il confirme en étant troisième. Les frères Marquez, bon, Alex Marquez, c'est la septième fois en cette course qu'il termine deuxième. Le Raymond Poulidor du MotoGP, d'ailleurs, t'as une stat, c'est l'un des pilotes avec le plus de podiums sans victoire, Alex Marquez, pour l'instant. Ouais, ouais, bah, exactement. Bon, le record est toujours détenu, enfin occupé. Enfin, il est revenu, pardon, à Colin Edwards après que Johan Zarco ait enfin hérité de sa victoire en Australie en 2023. Mais oui, là, il monte progressivement parce que là, on est à 9 podiums, hein, sauf erreur. Et oui, oui, il se rapproche progressivement des 12 podiums de Colin Edwards. Donc Alors, voilà. quand on parle de podium, on parle à chaque fois en course longue, puisque Oui, dans les statistiques, officiellement, les sprints et les courses sont séparés. exactement. Voilà, on vous mettra tout à l'heure le classement du championnat du monde, mais tout de suite, l'erreur qui peut-être a changé le cours, le destin de ce Grand Prix, c'est Thomas la chute de Pecco Bagnaia en qualification. Alors, il a expliqué ensuite en débrief, il fait un mauvais premier run, d'après lui, dans cette qualification. Donc, le second run, il veut en mettre un peu plus. Et là, virage 4, il arrive trop fort, il tombe, il dit, c'est mon erreur. Malheureusement, ça le fait partir 11e. Et on sait que Pecco, dans les sprints, quand il part pas devant, c'est très compliqué pour lui après de performer. C'est pas la première fois que ça lui arrive. Et là, il termine huitième. C'est un coup dur. C'est la contre-performance du jour chez les favoris. Ouais, effectivement, et puis lui, il précise bien qu'en sprint, bah, tu précises bien, c'est vrai qu'en partant de loin, il a du mal à remonter. À un moment donné, même, c'était surprenant parce qu'il s'est fait doubler par Jorge Martin, donc ça, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais voilà. Mais après, c'est surtout que il a du mal avec le petit réservoir. Il faut savoir qu'en sprint, ils partent avec les pilotes, enfin, les MotoGP sont pourvus d'un réservoir plus petit, qui fait en fait la moitié du réservoir qu'il y a le dimanche. Et lui, il n'arrive pas à maîtriser la moto dans cette configuration-là. En tout cas, il a du mal à doubler, a du mal à- à attaquer. Et voilà, donc c'est en course, en sprint, c'est pour ça qu'il met du temps à trouver son rythme et que bah, on l'a vu dégringoler jusqu'à au-delà de la 10e place, puis après remonter jusqu'à la 8e place.
Bon, il marque 2 points, c'est déjà ça, mais c'est effectivement pas là où on l'attend sur un Grand Prix comme celui-ci. Ouais, et quand on parle de changement de destin du Grand Prix, c'est parce que c'était l'un des favoris avant le week-end. Il a gagné ici l'année dernière, toujours été compétitif au Qatar. Il fait deuxième aussi en 2023 et aux essais. Certes, Oui. il n'était pas dominant, mais et ça c'est Xavier Siméon qui nous le signalait on échangeait dans cet après-midi. En FP2 notamment, il a fait la séance avec des pneus usés. Je vous lis le message de Xavier. Le seul à être parti avec un vieux pneu médium et à aller jusqu'au bout avec, il n'a bossé que pour la course, il va être très fort. Effectivement, Pecco Bagnaia, on sait que c'est un homme du dimanche en général. Tes statistiques que tu sors à chaque fois nous le montrent, hein, beaucoup plus performant le dimanche que le samedi. Mais là, en partant 11e, va falloir remonter. Mais, Thomas, tu as aussi glissé dans tes stats que c'est déjà arrivé de le voir partir loin et gagner. Ouais, ou en tout cas finir sur le podium. Bon, déjà partir loin, effectivement. Et en Indonésie en 2023, il partait 13e et il a fini la course en gagnant. Et puis au Portugal en 2021, il a effectivement terminé sur le podium en partant de la 11e place. Donc c'est déjà arrivé. Alors c'est rare, bien évidemment, mais même Marquez tout à l'heure le rappelait aussi en fin de journée en disant que l'une des menaces de dimanche, ce sera aussi Pecco. Même s'il part de loin, il sait qu'il est capable de remonter. Et même Marc le disait l'année dernière, moi ça m'est arrivé de partir 14e et de terminer sur le podium. Effectivement, c'est possible sur une course longue. Et avec ce phénomène d'aspiration, c'est facile de reprendre quelques positions durant. Enfin, c'est facile. On va dire c'est un peu plus facile de reprendre quelques positions dans la ligne droite et dans les enchaînements rapides. Sur un circuit où les écarts en général sont relativement serrés et Ouais. avec des pneus qui s'usent. On se rappelle que Quartararo avait gagné alors je ne sais pas s'il était parti loin ou s'il était loin en début de course, mais en 2021, le Grand Prix de Doha, il remonte jusqu'à la victoire. Ouais, ouais, effectivement. Puis surtout, il termine avec un petit peu d'avance, hein, même si la course est très serrée. Donc, oui, oui, c'est possible de remonter sur ce circuit. De toute façon, on l'a bien vu, même là, on y reviendra tout à l'heure, mais même Fabio, hein, en fin de course, et c'était à 2 doigts qu'il revienne sur Morbidelli à l'usure des Bien sûr. pneus. Bon, voilà, c'est ça l'avantage de ce format. C'est-à-dire qu'en sprint, on a des courses où la gestion des pneus est un petit peu moins évidente. Par contre, le dimanche, effectivement, on peut imaginer qu'un mec qui a travaillé comme ce qu'a fait Pecco, comme le soulignait Xavier Siméon, ça fasse la différence. En tout cas, que ça aide en fin de course. Et ça montre aussi cette erreur, à quel point est-ce qu'une simple chute en qualification, sans gravité, dans un virage, en qualification, hein, à 4 minutes de la fin, peut changer totalement le cours d'un Grand Prix entier. Voilà pour Pecco. Allez, on passe à la suite. On Après, rappelle c'est comme, je voulais juste c'est ça la différence, parce qu'on a du Superbike ce week-end. Et c'est vrai que c'est ça la différence du Superbike, c'est que si tu te rattrapes en sprint, tu sais que tu peux gagner quelques positions et te placer correctement sur la course 2. Là, c'est pas le cas. En tout cas, pour l'instant, le format fait que tu gardes ta position de qualif que tu as eu en Q2 ou en Q1, et c'est fini pour le reste du week-end. Donc, effectivement, on sait qu'en partant de l'au-delà de la deuxième ligne, c'est compliqué. Ouais, parce qu'en Superbike, le top 9 de la course sprint, la course Superpole du dimanche matin, c'est aussi le top 9 ensuite de la grille de départ de la course 2. Et en Formule 1, ils ont carrément 2 qualifications, une pour le sprint, une pour la course. Voilà, donc du coup, c'est un format un peu différent, et c'est vrai que t'es vite pénalisé, comme tu le dis. Tu t'es pénalisé le samedi matin, quoi. Ou pas. Allez, on parle du quatrième, Fermin Aldeguer. Un petit mot sur lui, puisque c'est une superbe performance et il commence à montrer les dents. Bah ouais, écoute, c'est surtout ce qui est, c'est vraiment une tendance qu'on voit déjà depuis les États-Unis, puisque en fait, déjà aux États-Unis, il avait fait quelques bonnes perfs. Ça s'était pas forcément concrétisé en course, mais par contre là, ouais, ce week-end, il termine quatrième là au sprint. Il égale le meilleur résultat d'un rookie qui a été signé par Ayogura en Thaïlande. Donc voilà, il est sur une de bonnes voies, et effectivement, Ducati peut désormais compter sur Aldeguer, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait 5 Ducati qui se battaient très souvent pour les premières places. Et là, on a un Aldeguer qui est venu chercher Fabio Quartararo dans le dernier virage. Bon, Fabio fait une petite sucette, mais du coup, ça a permis à Aldeguer de passer et de signer cette belle quatrième place, quoi. Justement, Quartararo, parlons-en. Alors, on vous rappelle, hein, c'est des débriefs. On fait ça le samedi soir. Après le sprint, on n'est pas dans les formats un peu plus longs qu'on a sur d'autres types de vidéos. C'est vraiment, on récupère les informations. Voilà, on a reçu les derniers audios de Michel et Alexis il y a quelques minutes et on vous les transmet. Fabio Quartararo, justement. Alors, en fait, c'est depuis le début du week-end le meilleur pilote non Ducati sur sa Yamaha. Il excelle à Losail. On sait que c'est un circuit où il a déjà été performant. Son premier Grand Prix
c'était ici en MotoGP en 2019, il avait montré de belles choses. Top 5 en qualif de mémoire. De mémoire, peut-être que je me trompe. Si, c'est ça. Puis il avait fini après, il avait calé sur la grille. C'est ça. Vainqueur en 2021, au Grand Prix de Doha. Et là, il a failli aller chercher ce podium. Il explique dans son débrief qu'il arrive à revenir sur Morbidelli sur les freinages, mais pour se créer un espace de dépassement, donc se déporter, arriver dans le virage en fait en étant déjà placé, etc., etc. C'est pas encore possible parce que voilà, la Yamaha a un petit déficit au niveau du, pas vraiment la puissance, mais surtout la manière d'utiliser la puissance, de l'extraire, le grip à l'arrière. Tu me dis si je me trompe, c'est toi le technicien. C'est ça. Mais bon, Quartararo satisfait quand même de ce beau week-end. C'est un beau week-end pour Fabio là. Oui, bah c'est un week-end. Voilà. C'est sûr qu'en terminant aussi proche, alors pas de la victoire, mais en tout cas aussi proche du podium en sprint, c'est prometteur. Lui qui disait encore hier que voilà qu'il avait perdu en rythme de course en faveur ou à l'avantage de son rythme sur un tour. Là, ça c'est voilà, il fait une première ligne depuis 2022, donc c'était il y a 1022 jours, mine de rien. Donc ça remontait à loin. Et puis voilà, comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où tu pars déjà mieux sur la grille, ta course est déjà différente que celle que tu dois faire si tu partais beaucoup plus loin, en essayant de revenir, d'imprimer ton rythme, de doubler, d'avoir ton pneu avant qui surchauffe. Tout un tas de conditions qui font que c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais là, oui, son seul problème, c'est effectivement de bien se porter à la sortie, en sortie de virage, d'accélérer comme il faut face au Ducati, et donc de pouvoir se déporter, de passer à l'intérieur ou à l'extérieur. Et là, ça marche difficilement, mais bon, en tout cas, il a réussi à se défendre. Alors après, il fait une petite erreur dans le dernier virage, comme je disais tout à l'heure, une petite glissade qui permet à Aldeguer de passer. Mais sans ça, il aurait pu terminer au pied du podium, et ça aurait été c'est déjà une belle perf aujourd'hui de terminer 5e. Et c'est la meilleure donc non Ducati. On a vu que en Thaïlande, ça avait été Aprilia, la meilleure non Ducati. C'était celle d'Oyogura. Ensuite, il y a eu Johan Zarco en Argentine. Il me semble que c'était Jack Miller à Austin. Et bon là, Fabio Quartararo qui reprend un petit peu ce rôle. Ça fait du bien aussi au moral. Ça fait plaisir pour le clan français, évidemment, également. D'autant plus que Johan Zarco n'a pas connu un samedi mémorable, en tout cas sur cet après-midi. Enfin, cette soirée, pardon. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, chapeau Fabio. Et demain, un top 5, on prend évidemment chez Yamaha. Là, on sait, ça va être un peu plus délicat, hein, parce que surtout, comme le disait tout à l'heure Marquez, comme je le disais, c'est que Pecco peut remonter. Marc disait que Fabio Di Giannantonio aussi pouvait remonter, parce que là, Fabio Di Giannantonio, on l'attend encore une fois ce week-end, comme Morbidelli, mais c'est vrai que là, ça a été un peu différent pendant le sprint, mais en tout cas, on l'a vu remonter en fin de course aussi. Voilà, ça fait encore des positions de moins pour Fabio, c'est ce que disait Zarco il y a encore 15 jours aux États-Unis. C'est vrai qu'il y avait, quand il y a les Ducati devant, c'est difficile d'aller se battre pour le top 5, top 6, quoi. Donc voilà. Ouais. Et là, elle verrouille le top 4, les Ducati. On passe à Ayogura. Voilà, on a fait ce petit screenshot. Ayogura qui confirme. Et chapeau Martin, on va parler donc de Aprilia, vous l'avez compris dans cette petite séquence. Ayogura qui termine 7e, à nouveau meilleur pilote Aprilia. On l'a vu remonter en course, on l'a vu se battre avec pas mal de pilotes, Pedro Acosta, Maverick Viñales, Pecco Bagnaia, etc. Et il a l'humilité dans son débrief de dire non, c'est juste que devant ils étaient en pneu tendre, moi j'étais avec un pneu plus dur, donc c'est pour ça que je suis remonté. Mais l'écart avec les hommes de devant est trop grand. C'est étonnant de la part d'un rookie japonais d'avoir autant d'avoir déjà cette approche, en fait, c'est tout à son honneur pour Ayogura. Ouais, il a déjà cette analyse de la course, il comprend un peu déjà, il commence à comprendre, il s'adapte très vite, hein. Ça reste le meilleur rookie au classement du championnat du monde. Et surtout, il commence à maîtriser cet Aprilia, à savoir ce qui va et ce qui va pas, rapidement. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est aujourd'hui le pilote numéro 1 chez Aprilia? Pourquoi pas, en fait, parce que ça reste un pilote qui est rapide, régulier, et qui surtout, là, on le voit en course, qui fait une belle course, quoi, sur un sprint où ça a été compliqué pour lui en début de week-end, mais il se rattrape très bien en sprint. Donc peut-être que demain, ce sera différent, mais en tout cas, en sprint, une belle perf. Et comme tu dis, bon, c'est l'histoire des pneus, tout ça, il a encore, bien évidemment, il commet, ce qu'on peut dire, c'est une erreur, non. Il se cherche aussi encore un petit peu. C'est-à-dire, c'est un pilote qui disputait ce matin, cet après-midi, alors je sais plus où est-ce qu'on en est, mais cet après-midi, son 4e sprint en MotoGP, c'est pas non plus rien, quoi. Ouais, et Davide Brivio, qui est l'un des acteurs de son recrutement, a eu du nez avec Ayogura, et notre collègue Thomas Beaujard nous rappelait que Brivio avait aussi eu du nez avec Rossi et avec Joan Mir,
quelqu'un qui sait repérer les bons talents. Ah bah oui, oui, c'est sûr que ça a surpris tout le monde l'année dernière qui signe à Yogura si tôt. Et en fait, bah oui, ça se concrétise aujourd'hui. Donc j'espère que ça continuera en Europe sur des circuits où Ogura sera peut-être plus à l'aise encore. Un mot pour cet homme, Thomas. Chapeau, Jorge Martin, qui termine pas dans les points, 16e. On l'attendait pas dans les points. On l'a vu se battre avec Banaya. Personne n'a compris ce qui se passait. C'était pour proche du top 10. Là, justement, sur cette image, il incline du côté gauche. Il a la main gauche qui est encore endolorie. Pas à 100%, pas à 100% de ses forces. Il a du mal musculairement. Il explique qu'on a vu qu'il se faisait aider à enlever son gant droit pour pas forcer avec la main gauche. Déjà, être à l'arrivée, c'est une victoire. Bah, de toute façon, il l'a répété déjà dès jeudi, et puis même avant dès qu'il a annoncé qu'il reviendrait, c'était déjà s'il arrive au bout du week-end, ce serait une victoire. Et effectivement, hier, il disait j'ai fait 2 tours le matin, j'en ai fait 4 ou 5 l'après-midi, c'était déjà compliqué, mais j'ai déjà fait un step. Là, ce matin, je crois qu'il disait qu'il n'en avait fait que 2 ou 3, et puis cet après-midi, 2 ou 3 aussi également. Et il pensait pas pouvoir faire 11 tours cet après-midi, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Alors effectivement, ce matin, quand il s'est levé, il n'a pas caché sur le fait que c'était douloureux et que ce sera peut-être probablement encore plus douloureux demain matin. Mais pour l'instant, il tient bon. Et même si ça fait pas de points à l'arrivée du sprint, bah, il prend des données, il ramène des infos, il s'habitue à l'Aprilia. C'est la chose qui lui manque aujourd'hui. Hein. C'est vrai que, comme tu l'as répété sur la vidéo qu'on a fait il y a quelques jours, il avait fait que 72 km sur cette Aprilia. Donc là, il cumule des kilomètres et ça va lui permettre d'arriver mieux, dans de meilleures dispositions à Jerez dans 2 semaines. Et il s'est qualifié juste derrière son coéquipier, Marco Bezzecchi, ce qui est impressionnant. C'est-à-dire que même diminué, même avec une moto qu'il ne connaît pas encore bien, qu'il ne connaît même pas du tout, il ressort, c'est le martinateur, quoi. Son truc en qualification arrive à débrancher et à faire un tour de folie. Là, c'est pas un tour de folie au chrono, mais par rapport à sa situation, c'est un tour excellent. Comme disait Xavier Siméon il y a 2 jours, c'est aussi quelqu'un qui est dur au mal. On sait qu'à chaque fois qu'il revient de blessure, enfin qui revient d'une grosse blessure, c'est pas des petites blessures quoi à chaque fois. C'est vrai qu'on se souvient de sa chute au Portugal en 2021, c'était je sais même plus combien il y avait de fractures, c'est peut-être une petite dizaine je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc il est revenu, il avait du mal à respirer je crois, c'était compliqué, enfin il a quand même réussi à se battre, je crois c'était à Assen quand il est revenu, mais enfin, ça reste un pilote exceptionnel dans sa capacité on va dire, à poser le cerveau et et à aller vite. Rapidement, le flop du jour, c'est KTM. On vous remet cette image parce qu'il y a un dépassement sur une KTM. Pedro Acosta qui... Alors, il n'y a pas de points pour KTM aujourd'hui. Vignales et Acosta étaient pendant pas mal de tours dans les points, mais ils avaient mis le pneu tendre et ça n'a pas payé, c'était un pari. Mais c'est surtout les vibrations qui gênent les pilotes KTM là ce week-end sur un circuit où ils ont réussi à faire des podiums les années précédentes. On en avait parlé dans des vidéos dans la semaine. D'ailleurs, allez voir hein, dans la chaîne, vous les retrouverez assez facilement. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour KTM, Thomas, dimanche, et surtout pour Vignales déjà qui est très bon ce week-end par rapport au week-end précédent, et puis pour Pedro Acosta qu'on sait, il y a une situation un petit peu particulière, on en parlait aussi dans une vidéo, puis on voit tout le monde parle de son avenir, de comment ça va chez KTM, est-ce qu'il va être assez patient pour attendre que la moto soit performante, etc. etc. Que dire? En tout cas, Rossi hier l'a dit, hein, a dit il était encore trop tôt. Enfin voilà, c'était que pour l'instant que des spéculations. Alors est-ce qu'il dit vrai ou dit faux, je sais pas. Mais toujours est-il que la KTM fonctionne bien, puisqu'on a vu quand même un Maverick Vignales en début de course qui a fait un excellent début de course et puis surtout une bonne qualif parce qu'il fait deuxième ligne. Donc cette KTM fonctionne. Alors effectivement, c'est difficile, c'est pas la moto la plus simple du plateau, mais avant d'essayer de voir ailleurs, il faut essayer aussi d'exploiter au maximum cette RC16 qui pour certains pilotes, sur certains circuits, fonctionne. Donc voilà. Alors effectivement, il y a des problèmes de vibration. Alors, Johan Zarco expliquait tout à l'heure que c'était lié au fait qu'il y a de grands virages rapides et que plus tu inclines la moto, plus les vibrations sont exacerbées. Alors peut-être que les KTM en souffrent également. Mais surtout, ça va plus vite encore cette année. On voit que le record du Tour a été battu par Marc Marquez en qualif. Donc peut-être que c'est encore plus exacerbé par le fait que le rythme est beaucoup plus élevé, quoi.
Il y a des pilotes qui disaient que c'était l'arrivée de la Formule 1 sur le circuit qui avait aussi contribué à créer ces vibrations. Alors, on n'a pas toutes les réponses. Je vous avoue que j'ai pas fouillé le sujet. C'est un souvenir qui me revient. C'est Alex Espargaro qui en parlait. On va enquêter pour demain. On va poser 2 3 questions aux personnes qui sont sur place. Mais c'était l'une des raisons qui avait été évoquée. C'est un simple souvenir. Et tu parlais de Johann Zarco. On va terminer par lui. Qu'est-il arrivé à Johann Zarco, mon cher Thomas, puisqu'il n'a pas fini la course? Bah, écoute, je te laisse l'honneur de parler de Johan. Ah bah écoute, dans ce cas-là, j'y vais. Johan, donc, il avait pris le pneu tendre. C'est pour ça qu'il était aussi devant en début de course. D'ailleurs, il s'est qualifié en Q2. On rappelle que c'était la seule Honda à ce niveau aujourd'hui. Mais voilà, ce pneu tendre n'a pas tenu la distance. Après 2 tours, il y avait des vibrations. Il expliquait que c'était devenu incontrôlable et que c'était trop dangereux. Donc, il avait rétrogradé au classement. C'était trop dangereux d'aller finir la course pour marquer 0 point, prendre trop de risques de chuter, voire de mettre quelqu'un d'autre en danger. Donc, il a préféré rentrer, Johan. C'est un samedi, c'est pas ce qui était espéré. On va voir si demain il peut aller chercher des points. On rappelle que Honda n'a pas eu Joan Mir aujourd'hui. Joan Mir victime d'une gastro-entérite, sans doute une intoxication alimentaire, comme Jack Miller plus tôt dans la semaine. Voilà, c'est pas un week-end évident pour Honda. Hier, Johan Zarco arrivait à faire la différence par rapport à ses coéquipiers. Joan Mir disait qu'ils n'y arrivaient pas, qu'il y avait beaucoup de vibrations, que c'était l'un des pires circuits d'année pour Honda. À voir demain s'ils peuvent, entre guillemets, sauver les meules pour ramener quelques points de ce Grand Prix. Pas évident pour l'instant. Oui, oui, oui. Bah écoute, voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce que tu as à dire sur le classement des championnats là? Ah bah écoute, Marquez reprend le lead avec 98 points et 2 points d'avance sur son frère, mais surtout la mauvaise opération, bien sûr, c'est Francesco Bagnaia qui accuse désormais 21 points de retard sur Marc Marquez. Alors, il n'y a rien de dramatique, bien sûr, parce qu'il y a 37 points à prendre sur un week-end. Mais c'est surtout que derrière, ça revient, hein, parce que Morbidelli et Gian Antonio se rapprochent. Alors, encore un petit peu de marge, mais ils se rapprochent, quoi. Donc, faut faire attention à pas lâcher pour Bagnaia s'il veut continuer à se battre pour se battre pour le titre, quoi. Et Quartararo qui a gagné 5 places dans ce classement. On est encore en début de saison, évidemment, donc ça va beaucoup bouger. Votre pronostic en commentaire pour dimanche, allez-y, n'hésitez pas. On vous rappelle que moi, j'avais dit Marquez devant Marquez, donc Marc devant Alex, et Di Gianantonio. Et toi, c'était... J'avais dit Marquez. Merde, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais mis Di Gianantonio, c'est sûr, et j'avais exclu le Alex. Et t'avais mis Pecco. Et j'avais mis Pecco, exactement. Voilà. Exactement. Ouais, écoutez, à vous de nous dire en commentaire ce qui va se passer. On est à 22 minutes, c'est bien. Le numéro de Chad Reed. Il y a du Supercross américain ce soir d'ailleurs. On a du boulot là-dessus tout à l'heure, donc c'est bien, on va en rester là. Les horaires, on vous le rappelle, donc on est sur un Grand Prix au Qatar en soirée. Donc la course Moto 3, rendez-vous à 16h, Moto 2 à 17h15, heure de Paris ou de Bruxelles donc. Et pour le MotoGP, c'est 19h. 19h, ça fait 20h sur place, c'est ça Thomas? 19h, ouais, c'est ça, exactement, 1 heure de plus, tout à fait. Merci à toutes et à tous. À demain. Salut.